Alors, salut tout le monde. On est content de vous recevoir pour un autre podcast, Startup Talks. Aujourd'hui, on a avec nous Loïc Berthoud. Loïc et moi, on a la chance de travailler ensemble sur l'Institut Innovation Gatineau. Loïc en tant que coach pour plusieurs de nos startups. Donc, bienvenue Loïc et merci pour tout ce que tu fais dans l'écosystème des startups. Merci Mike de me recevoir et puis moi je suis très heureux d'être à l'Institut, d'être dans l'écosystème. Je suis dans mon élément. Et effectivement. Puis ça, c'est grâce à ton expérience particulière en entrepreneuriat. Je pense que tu as une belle histoire à ce niveau-là. J'aimerais explorer un peu puis dévoiler à l'audience un peu d'où tu viens. Évidemment, ton accent n'est pas forcément québécois à la base, donc parle-nous un peu de ton parcours puis comment tu te retrouves ici. OK. Écoute, ça fait 25 ans que je suis au Québec. Et puis, un des premiers constats, c'est qu'il y a une grande diversité d'accents. un peu comme en France d'ailleurs, d'où je viens, où je suis né, où j'ai grandi. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir deux pays, le pays de naissance et puis mon pays d'adoption. Et je suis venu dans la vingtaine au Québec parce que j'avais le goût d'entreprendre, le goût de l'Amérique du Nord en général, avec tout ce que ça peut représenter dans l'univers d'un jeune Européen. Et puis, je suis venu avec 2 valises, quelques économies, vraiment de quoi tenir au minimum pendant pas tout à fait 1 an. Et puis, ça a été un aller simple. Et depuis, l'aventure, elle continue. Donc, l'entrepreneuriat, il a commencé avec 2 valises. À l'époque, je suis arrivé à l'aéroport de Mirabel. Moi, je me souviens, c'était au mois de mai, il neigeait encore et je connaissais rien ni personne. Okay? Rien ni personne. Une histoire quand même typique pour un immigrant ou une immigrante. Hein? Je veux dire, de venir dans un nouveau pays avec très peu d'argent peut-être dans tes poches, très peu de biens aussi, mais juste peut-être une vision, puis juste des aspirations pour le futur. Oui, une grande intuition en fait, et puis la façon dont ça s'est déclenché, c'est assez spécial. J'étais venu 2 ans auparavant dans un voyage organisé pour un Grand Prix de Formule 1, et j'étais venu 3 jours. Okay? 3 jours, Grand Prix de Formule 1 de Montréal, tout organisé. Donc, tu t'éloignes pas, tu restes dans le groupe et tu vois à peu près rien de la ville, mais c'est très agréable. Puis, c'est l'événement de Formule 1. Cependant, il y a eu un repas organisé au fameux bistrot à Champlain, qui était réputé pour avoir notamment la plus belle cave à vin en Amérique du Nord. Et puis pour Champlain qui est juste un monsieur adorable. Et c'était au lac, c'était Sainte-Marguerite du lac Masson, donc dans les Laurentides. Et c'était juste magnifique. Et là, on était en train de prendre le repas. Et puis j'étais avec les autres personnes du groupe que je connaissais pas plus que ça. Mais à un moment donné, j'ai reçu le besoin de leur dire, écoutez, je sais qu'on rentre demain et puis, mais j'ai besoin de le verbaliser. Je vous prends un témoin. Je vais venir vivre au Québec. Et à l'époque, il y avait un livre d'or qu'on pouvait signer au bistrot à Champlain. Et je me souviens d'avoir écrit, daté et dire, voilà, je prends l'engagement de venir m'installer au Québec. Je suis rentré à Paris, je suis allé me renseigner, j'ai fait des démarches, j'ai vu que c'était possible
Et on pouvait déposer une candidature. Ça a pris 1 an et après 1 an, j'ai reçu un certificat de résident permanent. Et là, ça a été le choc parce que là, c'était le passeport ad vitam aeternam pour pouvoir faire le saut et puis concrétiser un rêve. Et j'ai attendu. Alors, le certificat, il était valable. Fallait faire le grand saut à l'intérieur d'1 an. Okay? Après 12 mois, ça expirait. Et je me souviens que je suis parti, je pense, 3 semaines avant l'expiration. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu un peu un appel. Des fois, il y a des rencontres, et puis on a l'appel, comme on dit, on tombe en amour. D'autres, on l'appelle, on la foi, l'appel de Dieu. Et moi, je dis que j'ai eu l'appel du Québec. Voilà. On est tous chanceux que c'était le cas. Puis c'est sûr que je veux discuter davantage sur ton parcours entrepreneurial que je trouve intéressant. Pourquoi, on va avancer un peu. Ouais. Tu es maintenant installé au Québec. Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Puis je sais que tu as eu des expériences avant ça. On peut peut-être parler de ton background un peu plus en détail plus tard, mais en entrepreneuriat en particulier, qui intéresserait probablement les gens qui écoutent en ce moment. Oui. À l'époque, je ne sais pas si c'était aussi identifié. On parlait pas nécessairement de l'entrepreneuriat. Puis moi, quand j'entends ça aujourd'hui, ça me fait un peu bizarre, ça me fait drôle. C'est comme si avant qu'on en parle autant, ça n'existe pas, alors que à la base, c'est le commerce, c'est la création d'entreprises, ça existe depuis très 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 longtemps là. Okay? Mais bon, il y a une espèce de vague, on se découvre entrepreneur. Alors c'est intéressant, il y a quand même des choses à dire sur l'entrepreneuriat, mais pour répondre à ta question, j'ai fait des études en commerce, en gestion. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai été assistant de recherche au HEC à Montréal et j'ai hésité à poursuivre des études, à faire un doctorat. Et à un moment donné, comme j'étais en avance par rapport à la session, on m'a proposé d'être chef de projet junior sur la construction du premier site web pour Industrie Canada. Et ça, c'était donc, on est au milieu des années 90. On appelait ça les autoroutes de l'information. Il n'y avait pas encore, le grand public connaissait pas le web, l'internet. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Puis j'étais très conscient qu'il se passait quelque chose, que c'était pas anodin, que c'était majeur. Et donc j'ai eu de la chance d'être dans un bon milieu, qui est le milieu universitaire, ou qui est souvent source d'innovation, et d'avoir eu cette proposition de travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai fait partie de cette première génération qui a pu toucher un peu au web et à des projets de construction de sites web. Et ensuite, quand j'ai vu que il y avait beaucoup de potentiel, je pense j'ai compris avec d'autres que au-delà de l'échange de l'information, on pourrait faire du commerce. Et donc moi, c'est assez naturellement que j'ai voulu créer un premier site web avec lequel on pourrait échanger. Alors aujourd'hui, on dit une plateforme, mais à l'époque, c'était un site de vente en ligne, Cinebox. Et puis j'avais trouvé que dans un marché que je connaissais assez bien, parce que quand j'étais étudiant, je travaillais dans un vidéoclub, et dans ce marché-là, il y avait l'essor du DVD. Donc, les planètes étaient alignées, il y avait une bonne synchronisation, un bon timing, et le DVD s'est révélé être un très bon produit, un très bon support pour le commerce électronique. C'était petit, léger, donc facile pour de transport. Tu sais, je ris en ce moment parce que, si tu me permets, oui, mon histoire de créer une site que je peux dire probablement e-commerce
on dirait e-commerce aujourd'hui, puis de cibler un produit en particulier étant les DVD. Ça ressemble énormément à la réflexion que Amazon, avec Jeff Bezos, ils ont eu au début avec les livres, à cause de leur dimension, leur poids et le coût. Ça semblait être une bonne niche avec laquelle commencer. Puis vous avez fait la même chose avec les DVD. Puis je veux prendre une seconde pour apprécier les similitudes entre les deux parcours, parce que c'est pas évident quand tu vois un trend, ben tu sais peut-être pas que tu es dans un trend macro. Entre autres, le dot-com boom, tu as fait référence que l'Internet allait devenir peut-être quelque chose de grand. Là, tu avais comme une intuition qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais de là et prendre le saut et saisir l'opportunité, c'est une autre chose. Donc, j'aurais peut-être une question cachée dans tout ça. C'est à quel point est-ce que tu prends le saut quand tu commences à voir un genre de macro-trend? Aujourd'hui, on a les crypto-monnaies, on a l'intelligence artificielle, on a des technologies comme ça qui semblent être des macro-trends aussi, mais à quel point est-ce que tu prends le saut? OK. Je ne sais pas au départ ce que ça va devenir. J'ai une conviction, mais il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y a 50 000 sites web à peu près dans le monde. Okay? Aujourd'hui, on est à 1 milliard. Puis, le web n'est pas du tout structuré de la même façon. Et moi, j'ai pas connaissance de Amazon à ce moment-là. J'ai pas connaissance de Google parce que quand on navigue, les quelques sites qu'on a de navigation, moi je me souviens d'avoir été, je surfais, puis j'ai été, je pense, sur le site web de l'ambassade de l'Union soviétique. Okay. Donc, bon, peut-être Russie, là, ok, le mur de Berlin était tombé quand même là, mais je sais aussi que j'ai été sur l'ambassade de Chine. Donc, les ambassades, je pense, avaient déjà ça. Il y avait les universités, il y avait les ambassades, et là, j'avais l'impression de voyager, ok, depuis mon ordinateur. Donc ça, c'était magnifique. L'avantage peut-être que j'avais, c'est que je venais de France, et en France, il y avait le Minitel. Alors, Minitel, ça ne dit pas grand-chose aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord, mais c'est une invention qui était à la fois française et aussi britannique. Et c'était déjà le concept d'un poste avec un clavier que les foyers avaient à domicile pour pouvoir consulter des informations. C'est venu remplacer un peu les pages jaunes, les pages blanches, les fameux bottins papier. Donc, on avait ça. Mais déjà, à l'époque, on pouvait pianoter 3-4 chiffres et puis commander, par exemple, une pizza. Ah, OK. Ouais. Donc le concept était là, en germe. Et quand j'ai vu le web, je me suis dit, bah, OK, c'est une technologie plus puissante, plus rapide, en couleur. Donc, pour moi, c'était assez clair, assez évident que ça allait prendre. C'est ça. Je ne sais pas si je le dis bien en français, mais une technologie habilitante. Ça donne des habilités qui n'existaient pas auparavant. Puis, pourtant, la demande humaine reste toujours constante. On a besoin de commander des pizzas, commander des DVD. Ouais. Mais avec cette technologie, ça nous permet de faire plus et de desservir encore plus de clients. Ouais. Donc, quand tu vois que... et là, à ce moment-là, pour moi, j'ai quand même un état d'esprit qui est très pragmatique. Okay? Souvent, on regarde la technologie, puis on mise beaucoup sur une technologie. Mais moi, dans mon état d'esprit, dans ma formation, dans les modèles d'affaires auxquels j'étais habitué, c'était d'avoir d'abord une offre et une demande. Okay? Et la technologie est un moyen. Et là, ce que je voyais, c'est que j'étais capable
d'offrir un service, ok, avec des avantages. Et c'était un modèle d'affaires, comme on dit aujourd'hui, disruptif, parce que j'étais capable, avec le web et puis évidemment une logistique en arrière, de fournir un contenu à davantage de monde éloigné. Okay? Donc, avant le web, tu voulais un contenu, tu allais au vidéoclub. Moi, je me souviens, j'habitais au quartier Côte-des-Neiges, il y avait notamment le fameux vidéoclub Foss, qui était très célèbre, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une institution. Il y avait la boîte noire aussi. Et désormais, avec le web, ben, on pouvait prendre ce contenu-là et l'amener à domicile. Donc, c'est l'inverse. C'est pas le client qui vient au vidéoclub, c'est le vidéoclub en ligne qui achemine le contenu. Donc, c'est une approche à 180 degrés et c'est pas, comment dire, c'est pas un point de vue révolutionnaire. Quand on se rappelle le concept du drive-thru avec les fast-food aux États-Unis, c'était ça. Hein. À un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit, OK, bon, est-ce que on peut livrer autrement? Et puis ils ont pensé en dehors de la boîte et ils ont mis. Alors c'est ça. Donc moi j'ai juste vu que c'était très pratique, qu'il y avait beaucoup d'avantages. Et puis quand je me suis lancé, puis que j'ai lancé, je savais pas ce que ça allait donner. Je me souviens la première fois où j'étais en ligne, j'étais un peu comme un pêcheur. On met sa ligne, son hameçon, puis on regarde ce qui se passe. Puis là, j'ai eu un premier client, puis un deuxième, puis il y a eu un effet d'engouement, puis le bouche à oreille a fait la suite, et puis j'ai fait ça pendant 15 ans. Question juste comme ça. Ouais. Je compare, je fais la comparaison avec les startups qu'on accompagne, puis les tactiques de marketing qu'ils utilisent, mais est-ce qu'il y avait les notions de SEO dans ce temps-là? Est-ce qu'il y avait la notion de paid acquisition, AdWords, Facebook? Clairement, Facebook n'était pas là. AdWords, non. Google n'existait pas non plus ou elle venait juste de commencer. Google 98, donc en même temps, moi j'ai commencé en 96, mais vraiment la mise en ligne a été faite en 98. Effectivement, non. Et puis avant Facebook, il y avait MySpace. Mais je suis parti d'une feuille blanche, ok, d'une page blanche, littéralement. Je me souviens, donc j'ai pris une feuille, puis comme un architecte, moi j'avais quelques bases de notions de HTML, de Basic, et en programmation, je me suis fait aider par mon grand chum Patrice Breton, qui lui a cofondé Mediagriff. Donc belle réussite, belle entreprise québécoise qui est un des fleurons en matière de e-commerce, puis qui a été en bourse. Et je me souviens, moi j'avais fait un peu comme un architecte, j'avais fait le concept. J'avais dit ça va être page d'accueil. Puis mon souci, c'était d'essayer d'avoir le moins de clics possible pour se rendre au bouton payer. C'est la bonne façon de penser, je pense, même aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est ça. C'était ma hantise. Puis à l'époque, j'avais trouvé 4 clics. Et alors, incluant, alors comment dire, il y a l'ouverture de compte, là, mais après ça, c'était 4 clics. Et pendant longtemps, je pense que c'est resté la norme. Bon, aujourd'hui, quand on a l'ouverture de compte, qu'on est déjà reconnu, ça peut aller plus vite, mais c'était vraiment ça. Et je me souviens d'avoir présenté ça à Patrick. Je lui ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire. Et il y croyait pas. Voyons, ça marcherait jamais. Et puis en fait, bon, bah ça vient fonctionner. Mais il m'a quand même aidé là-dessus. Puis donc lui, il a mis entre guillemets en musique, donc en langage informatique, la programmation web. Et il n'y avait pas tous les outils de SEO. Moi, j'ai dû bâtir mon propre gestionnaire de contenu, l'équivalent d'un CRM. Il n'y avait pas de solution de paiement. Et c'est au fur et à mesure que tout ça s'est structuré, que d'autres acteurs sont venus, ont compris les besoins et avec leur talent, ont développé des outils.
C'était vraiment le Wild Wild West. C'était l'océan bleu. C'était véritablement l'océan bleu. Plein d'opportunités, très peu de concret, puis à toi de conquérir le marché, hein, en trouvant des solutions. Je trouve ça fascinant, puis c'est plus comme ça, hein. On dirait que nous, on se baigne dans un océan carrément rouge, puis de trouver des opportunités, même si tu as une idée brillante pour une start-up, tu peux être assuré qu'il y a 10 autres startups qui sont déjà parties et qui travaillent là-dessus. Oui, et puis c'est très différent, très différent. Il n'y avait pas cet écosystème, il n'y avait pas d'incubateurs, d'accélérateurs, il y avait pas de formation nécessairement en entrepreneuriat. C'était vraiment, je pense, le financement non plus. L'industrie du capital risque n'était pas développée. Les cours en entrepreneuriat, je pense, étaient vraiment singuliers, rares. Donc la donne a complètement changé à ce niveau-là, et tant mieux, tant mieux. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est le paradigme économique. Et tu mentionnais Amazon et puis Jeff Bezos qui a démarré dans les livres, effectivement. Mais la grosse différence avec les États-Unis, c'est que d'abord, ils ont une masse critique, 300 millions. C'est la population du Canada. Voilà, consommateurs. Et puis, il y a quand même cette mentalité, cette confiance qu'on est pionnier, qu'on est innovant, qu'on est les premiers au monde. Et ça, on ne l'a pas nécessairement dans la culture quand on est un petit peu au nord de la frontière. Il y a d'autres qualités, mais clairement, aux États-Unis, c'est on y va, we're number one, we're the best, ça va fonctionner. Il y a généralement parlant, je suis d'accord avec toi. Oui. Alors, il y a ça, puis donc le bassin critique, la mentalité, et puis le modèle d'affaires aux États-Unis, et la plateforme Amazon est un exemple. La plateforme en tant que telle, ça a été un loss leader. Ça a perdu de l'argent pendant pratiquement 20 ans, je crois 18. Et moi, je me souviens, dans mon domaine, à un moment donné, j'ai eu des concurrents, notamment aux États-Unis. À l'époque, il y avait DVD Express, qui était devenu un des leaders. Et ils vendaient à des prix tellement bas que je me demandais comment c'était possible. Et ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris qu'ils avaient un modèle d'affaires de loss leader, parce qu'aux États-Unis, on pouvait vendre à perte, là où dans d'autres pays, c'est interdit, c'est illégal dans certains pays. Et parce que, dans le fond, c'était un produit d'appel, c'était un prétexte. Le but du jeu, c'était de conquérir une part de marché le plus rapidement possible, d'être très présent, surtout d'aller convaincre beaucoup de gens que la technologie était révolutionnaire et que ça allait créer une richesse extraordinaire, et d'où la bulle. Et il y a eu beaucoup d'entreprises comme ça qui ont été développées, comme on dit, sur du hype, sans faire d'argent, mais en promettant la Lune, Mars et même Jupiter. Et la bulle a éclaté quand on s'est rendu compte que ces entreprises ont commencé à faire un peu de profit. Et ça a été une catastrophe. Le jour où on s'est rendu compte que ces entreprises commençaient à faire du profit, le profit était tellement faible que c'est devenu une bulle qui a éclaté, parce que tant et aussi longtemps qu'elle ne faisait pas d'argent, l'illusion pouvait courir. Et donc, on a eu des valorisations de compagnies, des Facebook notamment, qui étaient de 300, 400, 500 fois le prix, le price earning ratio. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce ratio-là, multiplié par 400-500, disait que si on achète aujourd'hui, le retour sur investissement, c'est dans 4 ou 5 siècles. Moi, j'avais été formé en Angleterre, j'avais fait mon MBA option finance. À l'époque, on nous disait, avec des gens très sérieux, que lorsque il y avait déjà un multiple de 10, c'était beaucoup, là. 20 maximum. Tu investis aujourd'hui, puis tu récupères dans 10 ans, dans 20 ans. Mais tu sais, je dois intervenir, puis
défendre les Facebook de ce monde en disant, je crois que ces multiples-là sont basés justement sur une stratégie de croissance avant tout et ils peuvent faire du sens dans un contexte où ils peuvent gagner le monopole du marché. Un exemple, ça serait Amazon, qui était un loss leader pendant 20 ans, puis grandement subventionné par les investisseurs. Puis les investisseurs, ils n'étaient pas contents nécessairement de ça. Souvent, Amazon était souvent le sujet de ridicule, je pense. Mais après 20 ans, à cause qu'ils ont autant d'économies d'échelle puis d'effets de réseau, ils peuvent maintenant commencer à demander ce profit-là, à augmenter le profit de façon graduelle. Puis il n'y a quasiment pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. Tu as de l'air pas d'accord, mais c'est ma petite défense Oui, non, mais il y a des avantages, il y a des avantages quand même à avoir des médias sociaux, à avoir des sites de vente en ligne. On le voit aujourd'hui. Si on n'avait pas eu pendant la période de pandémie tous ces moyens de communication, il y aurait plus d'isolement et moins de livraison de biens essentiels. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais tu l'as dit toi-même, le problème, c'est le risque de monopole et l'absence de limite. Il faut bien comprendre que si je te donne un horizon de 20 ans et quelques centaines de millions, il y a de grandes chances que tu puisses surpasser la concurrence qui, elle, n'a pas d'écosystème, n'a pas les mêmes moyens et n'a juste pas le même horizon. Okay? Donc, mon point est très simple, c'est que on n'est pas sur le même terrain avec les mêmes règles. Et ça relève d'une réflexion au niveau du commerce international. Et tu en entends parler dans les nouvelles tous les jours. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui parlent aujourd'hui d'avoir une taxe mondiale sur les GAFA. Il y a un exemple très récent en Australie avec la presse. Donc, tout ça est extrêmement déséquilibré. Et c'est, entre guillemets, le capitalisme sauvage. Okay? Donc, moi, je suis pour le capitalisme au sens la propriété privée, l'initiative d'entreprise, la liberté individuelle. Mais comme dans tout, il faut avoir des repères, il faut avoir un minimum de règles, sinon c'est le chaos et c'est rapidement le conflit. Et le conflit, comme tu le sais, il est au cœur des entreprises, à un niveau plus micro. Et dans les entreprises québécoises, aujourd'hui, c'est très important de leur donner des moyens financiers qui sont pas suffisants. Quand il y a des levées de financement aujourd'hui, on se pète les bretelles, mais c'est le début. On devrait pas se féliciter d'avoir levé 5 millions. OK, tu as 5 millions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Quelle valeur tu vas créer? Est-ce que tu vas réussir? C'est le début. Donc, il y a toute une forme, une excitation autour de l'entrepreneuriat qui est un peu superficielle et qui, en définitive, n'est pas connectée avec la réalité économique. Et je préfère de loin des belles entreprises, des PME avec un vrai savoir-faire, une véritable innovation qui peut avoir une belle teneur technologique, mais qui se bâtit avec une certaine pérennité, un certain équilibre et des avantages concurrentiels qui sont forts, durables. Cela dit, il faut veiller aux tsunamis que sont effectivement les GAFA et on essaie au Québec, au Canada, de bâtir nos propres licornes et il y en a heureusement, Shopify, Lightspeed, Nuvei. Bon, ça reste un peu dans le domaine des techs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de bâtir les Québécois de demain. Tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'informations là, que tu viens de transmettre, mais je vais accrocher sur une chose, ton dernier point. On essaie de bâtir les licornes canadiennes, mais on a un problème que j'ai pu comprendre, c'est que on est relativement bon à bâtir des entreprises à entre 10 et 100 millions,
mais par la suite, elles sont rapidement achetées par des entreprises américaines qui ont justement accès à plus de capital et ils ont plus, ils ont juste une bonne échelle de grandeur. Donc, ça, c'est un enjeu que les personnes, les gens en pouvoir au gouvernement essaient de régler. D'ailleurs, je pense que c'est un bon segue. Si on revient à ton entreprise, éventuellement, tu as eu la chance de le vendre. Puis je veux comprendre un peu ce processus. Tu as réussi à le faire croître. Vous avez eu du succès dans votre domaine. Pourquoi est-ce que vous avez vendu l'entreprise? Si tu peux partager les détails là-dessus. Puis peut-être un peu plus sur le parcours entre l'idéation et l'exit. Ouais. Bon, l'idéation, je pense qu'on a couvert ça un petit peu. Hein, donc, c'était une intuition. Et puis ça a commencé sur papier. Okay. Puis moi, je réfléchis mieux avec un crayon à papier. Ensuite, moi, j'étais pas formé à l'entrepreneuriat. J'avais probablement des qualités entrepreneuriales. Okay. Je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'inconscience, une certaine propension au risque. Il faut avoir le goût de l'action. Et puis bon, aimer la dynamique, c'est excitant hein, quand même. Bon, de voir quelque chose qui fonctionne et puis de voir que on bâtit de la valeur, on crée des emplois, ça fonctionne. Il y a une reconnaissance au fur et à mesure. Bon, tout ça, mais c'était l'océan bleu. Puis j'ai vu la concurrence naître comme des champignons, pousser comme des champignons. Et c'est pas forcément négatif. Ça veut dire que, ok, si d'autres font la même chose, ça veut dire que je me suis pas trompé. Okay. Donc ça vient valider. Et puis en même temps, ça vient structurer le marché. Donc là, ça grossit. Et le marché devient de plus en plus grand. Donc le gâteau est plus grand. Donc c'est très bien. Après, il y a un phénomène de concentration. Et c'est-à-dire que les gros poissons mangent les petits. Et moi, j'étais un petit poisson et j'ai vu les tsunamis arriver. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je ne pourrais pas me battre, surtout pas à armes égales, ou plutôt à armes inégales, contre les géants qui étaient en train de naître. Alors, ce que j'ai fait, c'est une stratégie un peu défensive, c'est que j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux me différencier. Et là, c'est venu en partie grâce au marché. Et je vais prendre un exemple. Au Québec, de par la loi, le contenu des DVD devait comporter une piste sonore française. Donc, quand par exemple, La Guerre des Étoiles, Star Wars est sorti en DVD, c'était à la fois en anglais et en français au Québec, alors que c'était en anglais et en espagnol aux États-Unis. Ce qui est logique, ça reflète leur réalité socio-démographique. Et donc, assez naturellement, Cinebox est imposé comme le chef de file francophone. Voilà. Et donc, plutôt que d'essayer, j'ai compris hein, que je pourrais pas. Ma stratégie, c'était pas du tout d'avoir un monopole. J'en avais pas les moyens. Mais sur ta niche, tu pouvais au moins défendre un petit segment du marché et très bien. Et le marché francophone à travers le monde, c'est une vingtaine de destinations géographiques, c'est plusieurs centaines de millions de consommateurs. Voilà. Alors, jusqu'au jour où il y a eu également une concentration dans la chaîne de valeur et d'approvisionnement au Québec et au Canada. Quand j'ai commencé, il y avait 7 distributeurs juste au Québec. Okay. 10 ans plus tard, il y avait essentiellement un distributeur national. Wow. Okay. Consolidation. Oui, on peut appeler ça comme ça. Et clairement, il faut savoir que le bureau de la concurrence qui existe a très peu de moyens. C'est une petite équipe.
ils doivent choisir leur bataille. Oui. Et à l'époque, c'était pas du tout dans leur priorité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des distributeurs en Ontario qui a levé, je pense, 50 millions, et puis il a racheté le concurrent principal. À partir de là, il a eu un poids dominant sur le marché. Il a pu influencer le marché en sa faveur et racheter ou faire tomber les plus petits distributeurs jusqu'à avoir une forme de monopole. Au point où je me suis retrouvé en concurrence en ligne, comme détaillant en ligne, avec mon fournisseur, distributeur. Donc là, j'ai compris qu'à un moment donné, ça serait pas viable à long terme et qu'il valait mieux sortir et puis essayer de trouver une alliance avec ce distributeur qui lui pouvait voir dans mon expertise et dans mes parts de marché francophones un intérêt. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et moi, j'étais assez jeune pour avoir profité, j'ai eu sur 15 ans, on va dire 10 très belles années, et puis passer à autre chose. Parce que j'avais pas envie de me faire avaler et de rester dans une structure d'un plus grand groupe, même si c'était très intéressant. C'était pas ce que j'ambitionnais, sachant que j'avais quand même beaucoup travaillé. J'ai pris ma première semaine de vacances après 10 ans. Donc j'ai eu de la chance de prendre le train. Le train allait vite, je suis resté dans le train. Et puis il y a des cycles, il y a des cycles naturels de la vie. Des fois on n'en parle pas, mais tout a une fin. Donc il faut en être conscient, l'accepter, et si on est capable de l'anticiper et puis de le gérer correctement. Ce que tu appelles une fin, j'appelle une renaissance, parce que c'est une étape. C'est une étape. Il y a des fins plus définitives, comme si tu étais forcé à fermer ton entreprise. Ça, c'est une fin plus définitive, alors que maintenant, tu peux faire un exit et tu peux décider par la suite, bon, est-ce que je veux vivre sur une île dans les Caraïbes ou est-ce que je veux réinvestir dans une prochaine aventure? Mais dans ton cas, puis on va découvrir bientôt que tu as plusieurs hobbies maintenant que tu participes dedans dans ta semi-retraite. Là. Je ne sais pas si tu veux l'appeler comme ça, si tu l'appellerais comme ça. Non, pour le coup, j'ai pris des cheveux blancs. Hein. Tu m'as vraiment vieilli. Mais juste un point, une remarque. Moi, dans mon cas, je pense que j'ai eu un sentiment partagé, c'est-à-dire j'étais quand même forcé. Donc après, moi, comme j'avais des actifs intéressants, bon, j'ai pu valoriser ça, mais j'estime quand même que j'ai été davantage contraint, étant donné les forces en présence du marché, de prendre cette décision-là. Mais bon, ça faisait partie des règles du jeu ou l'absence de règles du jeu à ce moment-là. Et puis on fait avec. Hein, il y a rien de parfait. Mais non, j'ai pas tout à fait un scoop pour toi, mais moi, je considère que je suis dans ma deuxième carrière. OK. Et il y en aura peut-être une troisième, mais en tout cas, moi, je suis dans ma deuxième carrière. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie en ce moment? Bon, alors, comme tu le sais, après le commerce électronique et toute cette dimension relativement virtuelle, moi, j'ai ressenti le goût, de ralentir, et de revenir littéralement sur Terre. Okay. Donc, j'ai eu un projet de création de vin, qui est une vieille passion. Quand j'étais à l'université, j'avais créé avec d'autres une association d'œnologie, de dégustation de vin, et puis j'aime bien collectionner les bouteilles, j'aime bien déguster modérément. Je suis retourné aux études, je suis allé à l'ITHQ.
J'ai fait mon W7-3, donc c'est quand même un niveau intéressant. Et puis j'ai décidé de créer mon vin. Donc ça a été une étape déjà de transition. Et on pourra revenir là-dessus si tu le souhaites. Et ensuite, là, j'ai commencé tranquillement à prendre le siège du passager aux côtés d'autres entrepreneurs qui trouvaient mon expérience intéressante et qui me demandaient comment est-ce qu'on fait pour vendre en ligne. Donc, ça a commencé comme ça, et puis ça fait l'objet d'un article pour la Chambre de commerce, ensuite de conférences. J'ai été invité en Europe notamment, et après on m'a dit, écoute, est-ce que tu pourrais nous aider pour bâtir un programme de formation? Alors là, j'ai pris un été, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ok, si j'étais étudiant aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur le commerce électronique? Puis là, avec l'aide d'un docteur donc qui lui connaît bien toutes les us et coutumes de l'académie, j'ai bâti un premier programme pour le Executive MBA, donc le commerce électronique. Ça a bien fonctionné. Donc là, on m'a dit, est-ce que tu peux en bâtir un deuxième? Là, j'ai bâti un deuxième, c'était le Digital Marketing. Mm-hmm. Puis après, on est allé l'enseigner aux plus jeunes au niveau de la MSC. Donc, et puis tranquillement, j'ai eu un rôle donc où je transmettais davantage. Et je me suis retrouvé conseiller, consultant, coach, accompagnateur. Donc j'ai fait ça. Puis je me suis intéressé de plus en plus aux problématiques d'entreprise. Et là, j'ai vu beaucoup d'entreprises parce que j'allais dans beaucoup d'entreprises, puis je voyais plein de problématiques. Et là, j'ai commencé à développer des spécialités, une en planification stratégique, une autre en coaching donc d'entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul, okay, et on manque parfois d'un alter ego avec qui partager. Et puis, la troisième spécialité, c'est la médiation commerciale. Et je suis devenu médiateur, je suis retourné à l'université, j'ai fait une autre maîtrise, une maîtrise en droit, spécialité en prévention et règlement des différends à l'université de Sherbrooke. Et je suis devenu médiateur accrédité. Et puis aujourd'hui, je fais c'est ça, beaucoup de facilitation, de conciliation, de médiation. En tout cas, j'essaie d'intervenir pour prévenir les conflits ou en tout cas essayer, quand il y en a, de les résoudre et de faire en sorte que au sein des entreprises en démarrage en particulier, et tu le sais avec l'Institut d'innovation de Gatineau, que les partenaires travaillent ensemble et essaient d'être davantage alignés pour leur bien-être et le bien de tout le monde au sein de l'entreprise et le futur de l'entreprise elle-même. La médiation commerciale, c'est tellement un sujet intéressant et un des sujets les plus pertinents, selon moi, pour des partenaires d'affaires. Surtout comme, puis ça serait peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais d'avoir une bonne compréhension de ce domaine-là plus tôt dans le processus. Peut-être de faire même un peu de prévention pour assurer que les intérêts des fondateurs sont bien alignés. D'ailleurs, j'ai eu une bonne conversation avec je pense que ça va être le prochain invité à notre podcast. Lui, il vient de vendre sa compagnie pour 100 millions à AT&T, je pense, aux US. Donc, un peu, tu sais, même situation que toi. Puis, une des choses, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui était... J'ai pas vendu pour 100 millions. Hein. Je t'ai pas demandé pour un chiffre exact, mais le montant, c'est pas important, mais c'est plutôt ce qu'il m'a dit quand j'ai posé la question de comme c'était quoi le plus grand apprentissage que tu as fait. C'est vraiment d'assurer que les intérêts des fondateurs, de l'équipe fondatrice, sont bien alignés dès le début. Puis qu'il y ait comme une genre un bon framework en place. Donc,
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Parce que je crois que c'est un sujet qui touche littéralement toute entreprise qui ont plus d'un fondateur et même peut-être même les solopreneurs à cause ils font affaire avec des partenaires d'affaires, des partenaires fournisseurs, etc. Oui, entièrement d'accord sur le constat, c'est fondamental. Très peu de partenaires d'affaires se posent la question de savoir est-ce qu'on va s'entendre et travailler ensemble correctement. On ne se pose pas cette question-là. On prend ça pour acquis. Ça, c'est la première question que beaucoup de gens ne se posent pas, oublient de se poser. La deuxième, c'est et comment va fonctionner notre relation de travail? Okay. Quelles sont tes préférences? Quand est-ce qu'on va se rencontrer? Quelle fréquence? Comment on va communiquer? Quel va être le processus décisionnel? Les rôles? Et la troisième, qui est la dernière, mais qui n'est pas des moindres, c'est et en cas de divergence, en cas de désaccord, voire de conflit, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Et ça, c'est trois questions qui ont été occultées. Alors, je ne peux pas te dire pourquoi, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a essentiellement 4 déclencheurs de conflits. Le premier, et c'est lié un peu à ce que je viens de dire, c'est il y a des problèmes de structure, c'est-à-dire la constitution de l'équipe. Au moment de la constitution de l'équipe, ces questions-là ne sont pas posées. On se pose la question de la convention d'actionnaires, du partage du pouvoir, de la répartition des actions. Voilà. Et tout ça est mis dans un contrat. Et ce contrat, c'est un contrat légal qui, lui, n'a pas pour but de gérer les relations des partenaires au quotidien. Lui, il est là pour prévoir les grands événements de la vie de l'entreprise, ok, et des actionnaires, avec certains organes, le conseil d'administration, etc. Bon. L'autre point, après donc la constitution de l'équipe, c'est le manque de travail sur la mission, les objectifs, les processus et les méthodes. Ce qui correspond un peu à la partie haute du processus de planification stratégique. Oui. Planification stratégique, c'est extrêmement utile, c'est très peu utilisé. Okay. Et puis, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a peu de gens, en définitive, qui maîtrisent ça. Moi, j'ai eu la chance, le privilège, quand j'étais assistant de recherche au HEC, de travailler avec Alain Noël, qui est la référence francophone dans le monde en matière de gestion stratégique, au même titre que Henry Mintzberg à McGill et en milieu anglophone. Et donc, j'ai appris quelques petites affaires, quelques petites choses avec lui et que j'ai conservé. Donc, ça c'est un des déclencheurs. Le deuxième déclencheur, c'est la rareté des ressources. On commence à travailler, donc on a oublié de répondre à nos 3 questions, mais c'est pas grave, on démarre et chacun part de son côté, de son bord, et puis on est motivé, on y va, puis évidemment on pense vente. Okay, c'est essentiellement ça. Puis derrière on essaie de suivre et de s'organiser. C'est correct. Sauf qu'à un moment donné, on manque de temps, on peut manquer d'argent, et là, qu'est-ce qui se passe? Il faut arbitrer, et puis là, on arrive, et c'est le 3e déclencheur, dans des états affectifs où on n'est pas tous disposés à être calme. Au contraire, il y a une hausse de tension, il y a de la pression. On n'a pas la même propension au risque, donc nos états affectifs sont sollicités, ok. Et le 4e déclencheur, c'est l'état cognitif, c'est-à-dire que on peut avoir des différences de perception, des différences d'opinion,
Et puis, on a des différences en définitive sur ce qu'on devrait faire. Et notamment là, est-ce qu'on prend le risque, on investit, ou est-ce qu'au contraire, on est plus prudent? Donc, ça, c'est à peu près les quatre déclencheurs qui ont l'air assez simples en définitive. Une fois que tu les verbalises, que c'est rationalisé, et là, on les comprend. Mais dans le feu de l'action, tout ça est complètement occulté. Et on est pris dans un tourbillon émotif, le tourbillon des affaires. Et puis, ça, c'est ce qui cause des conflits en entreprise, de toutes sortes, entre partenaires, entre employés, employeurs, entre fournisseurs, clients. Voilà. Donc, il y a un espèce de magma là qui est sous-jacent, et puis de temps à autre, il y a un volcan qui est en éruption, et c'est ce qui crée les conflits, les chicanes. Donc ça, c'est ce qu'on observe et qu'on comprend. D'où l'intérêt désormais d'avoir, comme tu l'as dit, des mécanismes en amont préventifs pour essayer de s'assurer que dès le départ, on ait des partenaires qui s'alignent sur une même mission, une même vision commune, avec une structure organisationnelle, des processus de communication où chacun se retrouve et se sent conforté. Et à partir du moment où on a un minimum de structure, tout en laissant la place évidemment à la liberté et puis à l'initiative, au moins on peut se retrouver. Okay. Donc et le médiateur qui est donc neutre, impartial par définition, lui peut jouer ce rôle-là. Il peut jouer ce rôle-là parce que contrairement à d'autres intervenants qui sont soit internes, soit externes, mais partisans, le médiateur, de par la loi, il a obligation d'être neutre et impartial. Ça veut dire qu'il ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, et il ne prend pas de décision. Il ne donne pas son avis, il ne prend pas de décision. Donc lui, il est là pour faciliter la communication, oui. Essayer de faire en sorte que les partenaires comprennent mieux et expriment mieux leur point de vue. Il aide à comprendre ce qui se passe, donc il recherche les intérêts et les besoins des partenaires. Souvent, les partenaires sont campés sur leur position. Le conflit, c'est un choc. Le médiateur, lui, il arrive pour transformer cette position d'affrontement en une approche basée sur les intérêts. Donc, c'est une approche qui est collaborative. Donc, on met vraiment l'accent. Ouais. J'allais juste dire, c'est important de mentionner que le médiateur ne joue pas exactement le même rôle qu'exemple un avocat dans le cas où il y a vraiment un conflit qui va hors contrôle. Puis le médiateur est plus en mode préventif. Donc, tu sais, selon toi, là, est-ce que tu as des statistiques pour nous au niveau de combien de partenariats d'affaires tombent, en fait, se dissoudent avec le temps? Alors, il n'y a pas beaucoup de statistiques là-dessus parce que, en définitive, ça n'est pas documenté. C'est très peu documenté. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, un grand pourcentage, 80 ou 90% des litiges se règlent hors cours. Okay? Donc, ça veut dire que, exemple, deux partenaires ont un conflit, ont le réflexe d'appeler leur avocat, et les avocats représentent leurs clients et défendent les intérêts des clients. Donc là, c'est la logique judiciarisée,
Et donc, c'est le processus du litige, on va en cours, et ça peut durer un certain temps jusqu'à ce qu'à un moment donné dans le processus, il y a une forme de consensus qui va privilégier un règlement hors cours plutôt que de prendre le risque d'avoir un tiers, le juge en l'occurrence, qui va trancher dans un sens ou dans un autre. Donc c'est ce qu'on observe. Maintenant, par rapport la statistique dont on dispose, c'est en matière de médiation. Lorsque les parties privilégient la médiation, là, on a 80% de résultats d'entente. Okay, donc 8 sur 10. Et pourquoi est-ce que c'est aussi efficace? C'est parce que la grosse différence, c'est que ce sont les parties qui ont le pouvoir de décider comment elles vont s'entendre et ce qu'elles vont écrire dans l'entente. Mais oui, ça change de paradigme. Mais tout à fait. Donc là, c'est plus un tiers externe qui tranche. Le médiateur, il explique qu'un des principes du processus de médiation dont il est le garant, c'est l'autodétermination. Okay, donc les parties ont ce pouvoir. On remet le pouvoir aux parties de prendre leur avenir en main. C'est quand même extraordinaire. Okay, donc là, on peut plus se plaindre aujourd'hui, puisque on redonne le pouvoir aux parties. Donc ça, c'est extraordinaire. Et à partir de là, on donne aussi la parole aux parties. Donc là, les parties, elles peuvent s'exprimer. Et souvent, elles ont besoin de s'exprimer. Il n'y a rien de plus frustrant, de plus difficile que d'aller dans un processus judiciaire et de ne pas pouvoir dire ce qu'on ressent. On a un représentant, l'avocat, mais l'avocat, il parle pour vous à ce moment-là, d'une part, et d'autre part, ce qui se discute dans un tribunal, c'est d'abord et avant tout avec le souci d'être conforme au droit en vigueur. Alors que lorsqu'on est dans le cadre d'une médiation, ce qu'on a en tête, c'est la conciliation des intérêts. Et l'entente, elle est là pour viser un équilibre, un rééquilibrage des pouvoirs entre les deux parties qui ont un différend. Donc, c'est une approche complètement différente et par conséquent, le processus, il est plus rapide. Et comme il est plus rapide, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps, ça veut dire que ça coûte moins cher. Oui, ça, c'est un point important parce que personne ne veut nécessairement, je veux dire, pour plusieurs raisons, rentrer en litige, mais principalement, c'est très, très cher, c'est très dispendieux, puis c'est l'argent qu'on met pas dans nos entreprises pour les faire croître. Donc, juste en termes de ressources, ça fait du sens. Donc, c'est super intéressant, puis j'adore, mais en particulier, ce chemin que tu es en train de prendre, étant donné que tu as quand même beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires. Puis j'imagine que tu appliques beaucoup de tes apprentissages. Tu as fait affaire avec des partenaires dans ta première aventure. Puis là, tu veux les transmettre à la prochaine génération, si tu veux, mais j'imagine que c'est pas nécessairement la prochaine génération. Donc, en tout cas, je trouve ça très cool que tu t'impliques comme ça. Bah écoute, merci. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément et puis, je te dirais d'avoir trouvé peut-être la meilleure place professionnellement. Parce que quand j'étais adolescent, je peux même remonter plus loin que ça. Okay. Mais quand j'étais adolescent, j'avais le goût de l'économie, des échanges et le goût du droit. Le droit est une matière qui me fascinait. J'aimais la logique, j'aimais la rigueur, puis j'aimais ce qui était derrière tout ça. C'était la quête de justice. Okay. Alors évidemment, je regardais ça avec des lunettes roses d'adolescent, avec les idéaux, tout ça. Bon, puis bon,
pour des raisons peut-être, j'étais peut-être un peu influencé, mais bon, j'ai fait des études. Alors, j'ai fait un bac en droit et en économie, mais j'ai fait ensuite ma maîtrise en administration des affaires. Donc, j'ai quand même pris la voie plus gestion commerce. Et ça n'est que 25 ans après ma première maîtrise. Tu bailles, hein, si je t'ennuie, il faut me le dire. Non, là, c'est juste le star de l'après-midi, c'est ça qui arrive. Hein. Et Félix, tu couperas ce passage. Hein. Noté. Et c'est 25 ans plus tard qu'en définitive, je suis retourné à mes premières aspirations et puis j'ai découvert un programme juste extraordinaire. J'aurais aimé le bâtir, mais en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le suivre. C'est le programme de prévention et règlement des différends à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. Et donc là, on est dans tout ce qui est négociation, tout ce qui est justice, prévention, l'éthique. On est dans ce qu'on appelle un peu le droit souple. Et puis, mais je trouve qu'on est surtout dans la réalité. Ok. Et là, moi, ça a pris beaucoup de relief. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire et c'est ça dont on a besoin. Ok. Et puis effectivement, le législateur qui a fait la réforme en 1996 avec le nouveau code de procédure civile, lorsqu'il a réfléchi et pensé à tout ça, c'était pour répondre aux besoins qu'on a en matière notamment civile et commerciale, notamment sur la base de l'exemple de la médiation familiale qui existe depuis maintenant un certain temps, qui est bien ancré dans les usages au Québec. Mais pour ce qui est de la médiation commerciale, ça reste à faire. Il y a encore une évangélisation, une éducation à faire auprès des entreprises parce que le réflexe, c'est d'appeler l'avocat. Et les avocats commencent depuis peu à être formés ce qu'on appelle la médiation. Il y a d'autres modes, mais la médiation notamment. Donc la nouvelle génération, mais l'ancienne génération, c'est quand même encore le réflexe, de. Pardon. C'est fou quand tu y penses parce que quand tu compares les deux, je veux dire, il y a tellement juste un avantage naturel avec l'approche de médiation commerciale versus aller directement voir les avocats. Donc, bref, ce que tu es en train de faire, puis je pense avec l'évangélisation qui se fait naturellement, j'espère que ça va pouvoir, qu'on va pouvoir éduquer la prochaine génération d'entrepreneurs de choisir ce chemin en premier. Puis enlever des mal de tête, des dépenses non nécessaires et même préserver des partenariats d'entreprise avant tout. Absolument. C'est l'objectif numéro 1. Absolument. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est prévu dans la loi. C'est l'article 1, donc c'est pas n'importe lequel, c'est le premier du nouveau code de procédure civile. Article 1, alinéa 3, qui dit les parties c'est une obligation, doivent considérer les modes privés de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Ok. Donc il y a cette étape-là désormais. Donc tranquillement, pas vite là, ça va être une habitude qui va s'inscrire, mais on peut aller au-delà, on peut aller en amont, on peut faire beaucoup de prévention. Puis il existe notamment un outil qui s'appelle le partenariat préventif qui a été qui est enseigné à l'université de Sherbrooke dans le programme. Et là, il y a des professeurs extraordinaires qui littéralement produisent des outils très très utiles. Je pense à Jean-François Robert, à Véronique Fraser. Notamment, puis qui connaissent la réalité, donc des outils très équilibrés et très pratiques. Ce serait intéressant d'explorer ces outils dans peut-être un autre podcast, mais c'est un sujet qui va très large, puis il y a beaucoup à discuter, donc on prendrait un moment donné pour faire ça. Super. Je veux dire, on a couvert beaucoup ensemble dans à peu près 1 heure, ton parcours, le exit de ton entreprise.
peut-être ce qu'on n'a pas nécessairement discuté autant, c'était qu'est-ce que tu as fait avant l'entrepreneuriat et peut-être revenir un peu sur ton nouveau hobby, si je peux dire, de produire du vin. OK. Bon. Alors, tantôt, je t'ai dit que j'étais remonté à l'adolescence, puis j'aurais pu remonter plus loin. Moi, je me souviens, j'ai une mémoire d'un événement quand j'étais en maternelle. Il y avait dans la cour de récréation un jeune qui était assez grand, corpulent. Puis il avait trouvé ça très drôle de prendre le soulier d'un autre élève qui était lui plus jeune, plus petit. Il avait perdu son soulier, puis le grand avait pris le soulier, puis il l'avait lancé sur le toit. Moi, j'avais trouvé ça absolument stupide et injuste. Et je me souviens que je m'étais mis au milieu, je m'étais interposé, puis j'avais fait la leçon au grand. Je me voyais moi-même très grand. J'avais pas conscience, mais ça a marché. Bon. Et donc tu étais médiateur avant même. C'est ça. J'étais déjà au milieu. Mais maintenant je suis plus prudent. Mais alors oui, donc bon, j'ai une passion. J'en ai plusieurs, mais tu parlais du vin et puis je t'ai dit tout à l'heure que quand j'ai fait le vin, bon, c'était par plaisir, mais j'ai ressenti aussi à un moment donné, puis là, donc j'avais, je pense, une quarantaine d'années, c'était il n'y a pas très longtemps, j'ai ressenti le besoin de trouver, de prendre le temps de réfléchir à ce qui était important et pourquoi je faisais ce vin-là. Et quand je me suis intéressé au dessin de l'étiquette, bon, il y a évidemment l'étiquette donc en avant, mais en arrière, plutôt que d'indiquer le contenu, les cépages, voir les recommandations de plats, de mets qu'on peut accompagner pour boire le vin, j'ai préféré faire une déclaration, ma déclaration, a statement. Juste pour moi, là, je prétends rien apprendre à quiconque, hein, c'est pas ça. Mais donc comme tu m'en as parlé, j'ai amené une bouteille. Alors je vais te montrer. Donc ça c'est la bouteille qui s'appelle The French Lieutenant. The French Lieutenant, voilà. Et à l'endos, donc j'ai écrit. Alors comme ça a été produit dans la vallée de Napa, c'est en anglais. Ok, c'est en anglais. Mais je peux traduire, mais ça dit essentiellement, je vais le dire en anglais d'abord, mais ça dit The French Lieutenant is a young yet elegant wine that defends tradition and modernity. Donc, je l'ai fait parce qu'il y a deux valeurs là qui me semblent essentielles, la tradition et la modernité. Et pour moi, ça peut être tout à fait complémentaire. Wow. Donc, on ne les voit pas complémentaires. Il y a trop d'opposition. L'ancien monde, le nouveau monde, pays sous-développés, pays surdéveloppés. Tout est manichéen. Il y a juste deux choix, binaire. Droite, gauche. Voilà, c'est binaire et c'est insupportable. Bon. It was created for those who seek to appreciate simple yet delicate pleasures and to celebrate precious moments of friendship and liberty. Donc, l'amitié et la liberté. Donc là, j'ai mes 4 valeurs cardinales. Donc, tu vois, je suis arrivé à un moment donné où j'ai ressenti de dire, OK, c'est quoi, what's my mission statement, c'est quoi ma mission, ou en tout cas, quelles sont mes valeurs. Et mes valeurs, donc, tradition, modernité, amitié, liberté. Et je pense qu'avec ces 4 valeurs-là, tu peux circuler à peu près partout dans le monde, sans passeport. Je pense que c'est une grille qui est universelle. Et voilà. Donc,
À chaque fois que j'ai le bonheur de pouvoir ouvrir une bouteille et puis de partager ça avec ma famille, des amis, voilà, c'est un moment de réjouissance et puis de réunion simple à partir de produits de la nature, le vin, voilà. Et moi, ça me réconcilie avec la nature et le monde et je vais beaucoup mieux quand je suis dans ce plaisir-là, que ce soit de créer, de le produire, de le vendre ou de déguster tout simplement. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs que j'essaie de cultiver dans ma vie professionnelle en tant que médiateur, en tant que praticien de la gestion des conflits. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'intéresse. Et là, j'ai vraiment l'impression que je suis à ma place et que j'aide autour de moi. Et que je suis pas tout seul dans une entreprise, un entrepreneur isolé à essayer de me battre contre Goliath. Je pense qu'il y a aucune personne qui écoute qui pourrait être contre les 4 valeurs cardinales. Je suis complètement d'accord, puis je vois l'importance de la tradition autant que la modernité. Quand j'étais plus jeune, par contre, j'étais tout pour la modernité, tout se passe par en avant, puis je pense que j'ai gardé beaucoup cette mentalité dans ma carrière, surtout que je suis un grand fervent de l'innovation puis du progrès, mais il ne faut pas oublier que l'innovation puis le progrès sont bâtis sur une fondation très, très stable de ce qui a été fait auparavant. Puis ce qui a été fait était innovant et progressif. Donc, tout à fait. On arrive avec un héritage. Donc, c'est important d'avoir le respect de cet héritage. Et puis après, c'est d'essayer de le faire progresser en évitant les pièges, parce qu'il y a le progrès destructeur. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a une prise de conscience par rapport à ça, avec toutes les discussions sur les sujets environnementaux. Donc c'est toujours la quête de l'équilibre c'est important de mettre ça au cœur des entreprises. Puis je trouve que tu l'incarnes et que tu le fais très bien avec les entreprises en démarrage. Parce que, tu as cet enthousiasme pour la technologie, mais tu es très, très humain dans ton approche. Puis, c'est ce qu'on ressent au sein de l'incubateur à l'Institut d'innovation Gatineau. Il y a une vraie dynamique, il y a une vraie chimie, il y a un véritable intérêt pour les entrepreneurs. Ça se sent, ils le sentent, et puis c'est ce qu'ils aiment. S'il n'y a pas ça, c'est plate. Ça devient un processus inhumain, ça devient bureaucratique. On voulait pas ça à l'Institut. On voulait vraiment mettre l'entrepreneur au cœur de toutes nos préoccupations. Puis une façon qu'on essaye d'assurer ça, c'est qu'à tous les niveaux de l'organisation, on retrouve une majorité d'entrepreneurs, sinon pas une unanimité. Donc, je pense que c'est important. Puis je te remercie à cause, c'est sûr qu'on travaille fort, mais notre travail vient juste de commencer. Puis d'ailleurs, je veux te féliciter puis je veux te remercier pour ton implication à l'Institut à cause t'accompagnes maintenant, si on fait la totale, là, plus de 4-5 entreprises, peut-être 6, et pas nécessairement tout en même temps, mais c'est très apprécié. Puis j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de bâtir le futur qui est parmi mes intérêts puis mes valeurs. Encore une fois, la modernité, le progrès. Donc, merci de bâtir ça. J'avais une dernière question pour toi. Ouais. Sur la bouteille de vin, le nom, The French Lieutenant. Oui. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le rapport? Alors,
ça m'est venu. Puis moi, j'aime bien ce genre d'exercice. J'aime bien trouver les noms de mes projets, de mes entreprises. Je me souviens, Cinebox, à l'époque, j'avais trouvé ça pas mal. Puis je me suis rendu compte plus tard que c'est un nom qui avait déjà une histoire, parce que le Cinebox, c'était le premier jukebox pour les films là dans les années 50, 60. Là, tu vois, en médiation, j'utilise NegoNext. Nego pour négociation, Next. Next, c'est prochaine étape. Okay, donc on négocie puis on avance. On reste pas dans l'impasse, on reste pas dans le conflit. Et The French Lieutenant, histoire vraie. Je suis en Californie avec mon grand chum Patrice. On fait une sieste et au réveil de la sieste, là, c'est venu. J'ai pris un papier, un crayon, j'ai commencé à dessiner l'esquisse de l'étiquette parce que je cherchais en dehors de moi un nom. En rapport avec le vin, en rapport avec la Californie, en rapport avec les voyages. Je cherchais en dehors de moi. Et à un moment donné, je me suis réveillé, non. Il faut que tu cherches par rapport à toi, en toi, que ce soit centré. Et là, j'ai compris que, dans le fond, un des moments les plus importants dans ma vie, c'est quand j'ai été officier. Parce que quand j'étais en France, j'ai fait l'école des officiers de réserve à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et ça a été une formation extraordinaire. Pas simplement du point de vue physique, mais surtout du point de vue moral. Il y avait j'ai vu des gens là extraordinaires, intègres, très belle éthique, de belles valeurs, et je me suis dit, c'était peut-être le moment où j'étais le meilleur de moi-même. J'étais jeune au plan physique, au plan intellectuel, au plan moral. Bon, et comme j'étais dans cette introspection, dans un bilan, tu parlais de renaissance à la quarantaine, milieu de vie, comment je me projette sur la base de mon expérience. Puis là, moi évidemment, tu sais, quand je fais cette auto-analyse, je pense mon regard sur le monde d'aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, ma famille, mes enfants, bon, je mets tout dans la balance là. Et ce qui est venu, c'est The French Lieutenant, parce que c'était l'identité que j'avais envie de ressusciter entre guillemets, et c'était deux mots qui passaient très bien dans les deux langues, anglais et français. Oui. Puis le mot French aux États-Unis, cette French touch, qui est très, il y a un petit côté plaisant, en tout cas, voilà, c'est un peu charmeur, voilà. Et alors l'idée, il y a un storytelling, donc une narration derrière ça, c'est que dans le fond, ce lieutenant qui vient de l'ancien monde, qui a connu, on va dire, des conflits, il traverse l'Atlantique. Là, il est dans le Nouveau Monde, et puis c'est l'Eldorado, c'est la vallée de Napa. Il se pose dans ses vignes, et là, il est en paix. Là, il est en paix. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était ça, c'était de dire, voilà, j'ai fait une étape à mi-parcours. Je peux me faire plaisir, je peux produire un vin, je peux profiter un peu, et puis partager. Et comme il y a un avion, alors j'étais dans l'armée de terre, mais j'ai pris mes cours de pilotage à Saint-Hubert sur la rive sud, et donc j'ai voulu introduire. Donc tu vois, c'est un peu un mélange. Là, on retrouve aussi des éléments du Québec, l'Amérique du Nord, Napa, etc. Et donc ce lieutenant, il peut voyager. Alors peut-être que il va voyager, puis là il va reprendre l'avion, atterrir au Québec, et la prochaine étape, ça sera probablement
un digestif, un spiritueux, donc un alcool produit au Québec dans une distillerie. Et je Shout out à suis... Pierre Manta. Shout out à Pierre Manta. OK, bah écoute, avec plaisir. Donc, et donc, probablement que ça serait issu de l'Outaouais. Hmm. Voilà. Ça, Fascinant. c'est la prochaine étape, ça. Tu as accompli énormément dans ta vie et il t'en reste encore beaucoup. C'est super intéressant. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci. Merci Loïc de nous avoir accordé ton temps cet après-midi. J'ai beaucoup appris. J'espère que tout le monde a appris autant. Puis j'ai un feeling que c'est le premier parmi plusieurs discussions à cause. Je crois qu'il y a d'autres. Il y a plus dessous la surface à gratter. Donc, j'ai bien hâte à nos prochains échanges. Écoute, moi, je veux te remercier aussi de l'invitation. C'est un moment privilégié que tu me donnes là, de pouvoir partager ça. Et puis, ce que je vais te dire, ça c'est mon scoop pour toi. Chaque année, en général, chaque année, j'ai une ou deux personnes que je rencontre qui me marquent. Quand la première fois qu'on s'est rencontrés, tu faisais partie de cette année-là. Je pensais à toi. Moi, c'est facile de parler avec toi. C'est extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable. C'est positif, c'est authentique. Tu as plein de projets et voilà. Et donc, je te vois aller et voilà. Je trouve ça super. Je pense que tu vas avoir une belle trajectoire. Et moi, vraiment, je suis très, très, très heureux que tu m'impliques dans tes projets, dans l'Institut. Je suis pas là physiquement sur place souvent, mais j'adore rencontrer l'équipe et là, j'ai juste hâte, c'est de venir et puis de trinquer. Voilà. Donc, je voulais te le dire, c'est vrai. Bien, merci. Puis, c'est juste le début. Je le dis souvent, mais je veux vraiment, c'est sincère. On a beaucoup d'autres projets à développer ensemble. Je pense qu'on peut faire de quoi avec la médiation. Évidemment, le coaching. On a beaucoup plus de startups qui pourraient bénéficier de ton aide, mais c'est juste le début, mon ami. J'espère que je peux t'appeler mon ami. Oui, alors bon, faut rester ça, faut garder ça privé quand même. Puis en plus, je veux finir sur après la dernière partie de la discussion, tu me donnes très soif. Donc, on va réserver ça pour un autre moment. OK, ça marche. Deal. All right.